Alors, du coup, avant de se lancer dans le vif, du sujet, je voulais quand même faire une petite introduction et me présenter et présenter le studio, dans lequel je travaille aujourd'hui. Donc je vais commencer par moi pour que vous puissiez, vous resituer et savoir qui vous parle pendant une heure, c'est toujours plus agréable. Donc moi, je suis Jennifer Merlino. Actuellement, je suis, la responsable ressources humaines à Old Skull Games. Euh, je reparlerai de Scaliam juste après. Au niveau de mon parcours, je vous ai fait voilà, un petit résumé, surtout axé jeux vidéo. Voilà, dans mes études, j'ai toujours voulu faire des ressources humaines. Donc voilà, j'ai été diplômée d'un master en RH en 2008. Et j'ai commencé mes premières expériences dans le jeu vidéo à Eden Games, où j'ai fait pas mal de stages et d'alternance chez eux entre 2005 et 2008. Donc voilà, c'était mon premier pied dans un studio de jeux vidéo, où je retournais chaque année voilà, pour différents stages ou encore une fois alternance. Ensuite, il y a eu un grand passage entre 2008 et 2016 où j'ai fait plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, toujours dans les ressources humaines, mais dans d'autres secteurs d'activité. Et puis en 2016, pardon, je suis retournée dans le studio de jeux vidéo d'Ivory Tower, donc Ubisoft Lyon, où je suis restée entre 2016 et 2018. Et suite à cette expérience-là, je suis arrivée donc à partir de 2018 à Old Skull Games, où je suis toujours actuellement en tant que, du coup, cette fois-ci, responsable RH. Voilà. Vous allez voir que je vous reparlerai rapidement de mon parcours dans le jeu vidéo parce que il y a une petite histoire qui est liée à tout ça. Mais voilà, ça vous donne une première idée, en tout cas, de mes expériences liées aux jeux vidéo. En ce qui concerne le studio dans lequel je travaille aujourd'hui, donc Old Skull Games, eh bien écoutez, voilà, en résumé, aujourd'hui c'est à peu près 50 personnes. On s'appelle des pirates parce que voilà, c'est un peu notre état d'esprit, comme vous pouvez le voir sur la photo. Voilà, c'est notre manière de fonctionner. Ça fait 8 ans, bientôt 9 que ce studio existe. Il y a eu un beau développement, je vous en parlerai juste après. On a en termes de développement une bonne quinzaine de jeux à notre actif. Et en termes de localisation, on est basé donc sur la région de Lyon, dans le quartier de Villeurbanne, voilà, où en plus on a déménagé il y a un an dans de nouveaux studios qui malheureusement ont subi la Covid et on n'a pas pu en profiter beaucoup cette année. Mais voilà, comme on s'est agrandi pas mal ces dernières années, on a déménagé dans des studios encore plus grands. J'espère qu'un jour on pourra vous les présenter. Au niveau de ce développement, justement, vous avez une petite frise juste pour vous montrer un peu l'évolution. Je trouvais que c'était important de pouvoir parler de ça parce que ça montre quand même qu'on est un studio qui fonctionne de mieux en mieux. Donc voilà, au fil des années, vous avez le nombre de salariés, enfin, le nombre de personnes qui travaillent pour nous. Et comme on est assez transparent à Allskull, voilà, typiquement, je vous donne les chiffres tels qu'ils sont aujourd'hui. Sur les 50 personnes qu'on a à Allskull Games, vous trouvez 38 salariés, dont 34 en CDI et 4 en CDD. On a 4 stagiaires actuellement, sachant qu'il y en a 2 qui passent en contrat à la fin du mois, à la fin de l'année. Et on a également 8 freelances avec qui on travaille régulièrement. Côté projection, pour aussi un peu se rendre compte que 2021, on continue ce développement. On a déjà une embauche prévue, une personne qui va arriver. Et puis, on a également 6 autres postes à pourvoir entre maintenant et le premier trimestre 2021. Donc, voilà, et c'est que le premier trimestre. Donc, ça bouge pas mal pour nous. On est assez contents. On espère que ça continuera comme ça. Il y a quelque chose qui est super important chez nous, c'est la culture d'entreprise. Et j'ai voulu vous parler juste les 2 plus grosses valeurs chez nous à Old Skull Games, parce que ça fait aussi partie de notre identité. La première, c'est tout ce qui est lié à la liberté. Alors, j'ai mis quelques exemples et je vais vraiment passer très rapidement dessus parce qu'on n'est pas non plus là aujourd'hui pour ça. Mais voilà, on a bien sûr tout ce qui est horaire flexible, télétravail à disposition quand on le souhaite, etc. On a la liberté également de s'exprimer via des one-on-one. Donc, c'est tout simplement des petits meetings que l'on peut solliciter avec n'importe qui, n'importe quand pour parler de n'importe quoi, si je peux faire assez simple. On a Office Vibe qui est notre plateforme tout simplement où les gens peuvent s'exprimer de manière anonyme et donc ça nous permet d'avoir pas mal d'informations sur nos salariés, sur comment ils se sentent chez nous et puis en fonction faire des actions si besoin. Et puis, il y a la liberté également créative. On a fait l'année dernière une game jam tout court au sein d'Old Skull Games qui était les Creative Days.
Et on a décliné ça en box. En gros, l'idée, c'est que chaque salarié peut être libre de proposer ses propres idées et potentiellement, Old School Games peut être amené à les développer et voilà, ça peut être super gratifiant pour nos salariés. Donc voilà, ils ont la liberté créative de pouvoir nous proposer et de pitcher leurs idées. Notre deuxième grosse valeur, c'est la bienveillance. Alors, malheureusement pour nous, ce terme est beaucoup utilisé et pas toujours comme il faut. Du coup, voilà, mais on y tient quand même. La bienveillance chez nous, c'est important. Plusieurs choses nous aident dans cette démarche-là. Pareil, rapidement sur les exemples, chez nous, vous trouvez une Happy Team. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu comme un Chief Happiness Officer qu'on peut trouver dans certaines boîtes. En fait, c'est une équipe de plusieurs personnes qui se sont ralliées à la cause et qui sont là pour mener des actions, en fait, pour faire en sorte que les gens passent du temps ensemble, qu'ils s'entendent bien. Donc, c'est beaucoup de team building. Et puis, pour la petite histoire, dans cette Happy Team, vous retrouvez par exemple un membre du CSE et vous retrouvez moi-même. Et ce n'est pas souvent qu'on trouve ce genre de fonctions qui travaillent ensemble, mais pour nous, c'était important parce qu'on a le même but, faire en sorte que nos salariés se sentent bien chez nous. Voilà. Transparence, par différentes choses. On a des réunions annuelles, on fait des petits déjeuners toutes les semaines où on donne une vision très transparente de ce qui se passe dans l'entreprise, quand ça va pas, quels sont les projets actuels, qu'est-ce qu'on pitch, qu'est-ce qu'on a comme nouveau contrat, qu'est-ce qu'on a raté. Enfin, vraiment, voilà. L'idée, c'est que tout le monde sait ce qui se passe à Old School Games. On a également des masterclass. Alors, j'ai mis ça dans la bienveillance dans le sens où on est très dans le partage de compétences, de connaissances. Et donc, chez nous, n'importe qui peut faire une masterclass sur un sujet de son choix pour l'ensemble du studio. Donc, voilà, s'il y en a un qui a un sujet, il le propose. Et puis, voilà, tous les salariés, en tout cas ceux qui sont intéressés, peuvent suivre cette masterclass et ça permet donc du partage de connaissances, comme je viens de le dire. Et la dernière chose, comme exemple, c'est bien sûr la qualité de vie au travail, où on essaye de faire en sorte que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Et puis, voilà, on fait des petites actions régulières. Pour le petit exemple actuel, un peu sympa, voilà, tous les vendredis, ces séances de yoga entre midi et 2, ça nous permet de nous relaxer et de nous détendre pendant ces périodes de confinement. Voilà. Je vous fais un petit point sur les projets aussi très rapide. Donc ça, c'est les projets phares un peu qu'on a eu chez nous. Donc on a sorti un jeu Bob l'éponge en mars dernier, en partenariat donc avec Nickelodeon et Apple Arcade. On a notre dernier jeu qui est sorti, qui est Cooking Star, qui est sorti il y a quelques jours. Et on est assez fiers parce que c'est notre premier jeu console. On est très spécialisé jeux mobiles à Old School Games. Et donc là, voilà, c'est notre premier jeu qui est sorti sur Switch et PS4 et qu'on a développé pour Microids. Et puis, voilà, dans les licences un petit peu sur lesquelles on a pu travailler. Alors, je ne vous ai pas mis tous les jeux, mais, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais voilà, on a aussi travaillé sur cette fameuse licence Ridge Racer avec Bandai Namco. En ce qui concerne les projets à venir, on a 2 projets actuellement dans notre pôle auto-édition. On a notre jeu Ready Rose, voilà, qui est déjà en soft launch, s'il y en a qui veulent tester. Et on a également Tiny World, qui est un idle game sur mobile également. Voilà, on commence à avoir pas mal de téléchargements aussi. Donc, voilà, on est à fond sur ces 2 jeux-là. Et puis, le troisième, je ne pourrais pas vous en dire plus que ce qui est affiché, puisque vous savez bien, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses confidentielles. Donc, voilà, on travaille sur un jeu de sport, mais la confidence s'arrêtera là. Voilà pour la petite présentation sur le contexte de qui je suis, où je travaille actuellement et ce que je fais. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de vous donner ma vision des choses, mes petites astuces et mes petits conseils sur comment on peut styler dans le jeu vidéo. Alors, avant toute chose, voilà, j'ai préféré tout de suite mettre cette petite introduction également. Je tiens vraiment à dire que c'est des choses qui n'engagent que moi. On a tous, en tant que recruteurs ou recruteuses et en tant que studio de jeux vidéo, des méthodes différentes, des avis différents. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vous fais part de ma vision des choses, de moi, ce qui me semble important, mais ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, que c'est comme ça, c'est ma vision est la seule qui compte. Il y a plein d'autres possibilités. Donc voilà, vraiment, ça n'engage que moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème et on peut en discuter avec grand plaisir. Alors, je vais commencer par ce qui me semble être le conseil le plus prioritaire quand on est candidat ou candidate et qu'on recherche un emploi ou un stage ou tout autre. C'est en fait, mettez-vous dans la peau d'un recruteur ou d'une recruteuse. Vous allez voir que ça va tout de suite vous paraître plus facile à comprendre et il y a certaines choses où vous allez vous dire « Ah oui, si je fais ça comme ça, oui, si j'étais de l'autre côté,
en fait, ça serait vachement plus simple. Donc voilà, ça, c'est mon premier conseil. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? La première chose, c'est qu'il faut vous dire que voilà, on recrute parce qu'on a des besoins, des postes à pourvoir. Et si on refuse, on ne refuse pas par plaisir. Voilà, ce n'est pas quelque chose où on passe toute notre journée à dire ah bah non, lui, on ne veut pas, ouais, c'est super, c'est trop cool. Non, on ne prend aucun plaisir à faire ça. Donc voilà, sachez-le, ça peut paraître bête, mais voilà, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on apprécie de faire au quotidien. On préfère donner des bonnes nouvelles généralement que des mauvaises. La deuxième chose, si vous vous mettez justement dans la peau d'un recruteur ou d'une recruteuse, vous allez voir qu'en fait, ce qui est important, c'est de nous simplifier la vie, en fait. Voilà, plus votre candidature va être claire, plus elle va être simple, plus ça va être facile pour nous à traiter. Et ça, vous n'imaginez pas à quel point c'est agréable. Également, quand vous allez candidater, voilà, nous, derrière, ce qu'on cherche, c'est à remplir un poste, bien entendu, mais je ne dirais que ce n'est pas que ça. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation. On a tout un panel de hard skills qu'on peut rechercher pour voilà, ce côté compétences techniques. Mais aujourd'hui, ça va bien plus loin que ça et on recherche aussi une personne qui va avoir des soft skills et qui va bien s'intégrer au sein de notre studio. Il y a tout un côté personnalité qui va être vraiment important et ce côté projection d'intégration au sein de nos équipes, au sein de notre studio qui est important. Donc voilà, pensez également à cette part dans votre candidature. Et la dernière chose, et j'y reviendrai, c'est de prendre position dans votre candidature. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement en fait que on reçoit beaucoup de candidatures aujourd'hui où les gens veulent faire tout et n'importe quoi parce qu'ils veulent absolument rentrer dans le jeu vidéo. Du coup, on reçoit des candidatures. Alors là, j'extrapole un petit peu, je grossis le trait, on va dire. Mais des fois, je reçois des candidatures de quelqu'un qui dit alors moi, je peux être développeur, game designer, game artiste, et puis je peux faire du test. Et puis s'il y a besoin, je peux aussi être gestionnaire, chef de projet. Ok. Du coup, tu fais quoi concrètement parce que là, je ne sais plus, tu m'as perdu en fait. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a envie d'avoir des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, ou du moins qui savent à peu près, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à avoir encore des hésitations, surtout quand on est étudiant ou qu'on est jeune diplômé. On peut avoir envie d'aller dans différentes voies, mais il y a 2-3 voix et il y a 10 voix, d'accord? Moi, ce que je veux vraiment vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que avoir de la polyvalence, être par exemple, je ne sais pas, game designer et avoir de la polyvalence et pouvoir avoir des compétences sur de la gestion de projet parce que vous avez fait des projets étudiants où vous avez eu ce rôle-là et donc du coup, vous savez faire, vous avez des notions et du coup, ça peut vous servir sur un poste parce que ça vous donne de la polyvalence, oui, mais sur un CV, sur une candidature, il y a un moment donné, on a besoin en tant que recruteur ou recruteuse de savoir ce que vous voulez faire parce que ça nous aide à nous projeter, d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'insiste là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « moi, je postule à tout parce que je veux rentrer dans le jeu vidéo, c'est mon objectif ». Je comprends, mais faites-le intelligemment, s'il vous plaît, parce qu'en fait, plus vous allez vous éparpiller, moins ça va nous donner confiance en fait, sur votre candidature. Pour un petit peu vous mettre dans la peau, encore une fois, d'un recruteur ou d'une recruteuse, j'ai rapidement repris des chiffres pour vous rendre compte aussi, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément des informations qu'on partage, donc vous allez comprendre, enfin je l'espère, ce que je veux dire derrière tout ça. Pour vous donner une idée, donc là je parle vraiment que de Allskull Games. En 2019, on a traité 1380 candidatures, d'accord? En 2020, aujourd'hui, donc je me suis arrêtée à la fin du mois d'octobre, pour l'instant j'ai traité 1081 candidatures. Voilà, j'ai regardé, par exemple, à Skull Games, le mois le plus intense, on a eu des candidatures, on en a reçu 210. Et comme je l'ai précisé dans cette slide, on n'est qu'un studio de 50 personnes, d'accord? Imaginez-vous des grandes enseignes, des grands studios comme Ubisoft, par exemple, le nombre de candidatures qu'ils doivent recevoir. J'ai envie de dire que les 210, c'est ce qu'ils doivent recevoir en une journée ou une semaine. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte de la masse que ça apporte. Donc, voilà, on ne se rend pas toujours compte, mais derrière, il faut traiter toute cette candidature. Ça prend du temps. Donc, voilà, on n'a pas forcément ces notions-là. Et je voulais vous donner quelques chiffres comme ça pour se rendre compte, parce que ça donne aussi une idée en tant que candidat de se dire ils mettent du temps à répondre, j'ai pas de nouvelles, etc. Oui, c'est parce que on a tous volume à traiter et qu'on ne fait pas forcément que ça. On en est désolé, mais voilà, ça vous donne une réalité en fait des choses. Et encore une fois, nous,
à Hustle, puisque je vais prendre souvent l'exemple de Hustle, puisque je vais parler de ce que je subis actuellement. Mais voilà, c'est quand même 15 studios, encore une fois, entre guillemets, de 50 personnes. Donc, imaginez-vous les gros studios. Du coup, pour rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet, pour pouvoir donner voilà, mes petits conseils, mes petites astuces, j'ai essayé de reprendre quels étaient un peu les différents éléments d'une candidature et sur quel point on pourrait appuyer aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de, malheureusement, entre guillemets, survoler ces points-là parce que si je rentrais dans le détail de chaque élément que vous voyez à l'écran, je pense qu'on en a pour 3 heures concrètement et ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc voilà, j'ai décidé de quand même parler un petit peu de chacun de ces éléments, mais de garder, de rester en surface et de noter et de relever avec vous uniquement ce qui, moi, me semble le plus important d'aborder aujourd'hui avec vous. D'accord? Donc, il y a plein d'autres points qu'on pourrait aborder, mais voilà, il a fallu faire une sélection. Donc, on va en parler ensemble. Donc, on va commencer aujourd'hui cette sélection par donc, le type de candidature. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, la première chose, quand on candidate, c'est qu'il y a les annonces. Donc, les annonces, pour moi, c'est le top, dans le sens où j'ai un besoin, je vais mettre une annonce. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est le type de candidature pour moi qui doit être le plus privilégié parce que vous savez qu'il y a un besoin, en fait, tout simplement. Vous avez une description de poste, vous savez exactement ce qu'on recherche. Donc, pour vous, c'est une mine d'or d'informations. Donc, voilà, pour moi, c'est le top. Où vous les trouvez? De partout, hein. Vous avez les sites internet des studios, vous avez les réseaux sociaux. Maintenant, on publie beaucoup sur ces offres-là. Il y a même des Discord qui existent où on postule où on met des offres d'annonces. Je veux dire, tous les moyens sont bons pour pouvoir diffuser tout ça, donc vous pouvez les trouver. Et puis après, vous avez tout ce qui est job board. Les plus connus sont bien sûr la FJV ou Gaming Job. Donc voilà, vous avez une mine d'informations à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à toujours veiller sur ces annonces-là. J'ai mis également cette petite remarque parce que je vois que de plus en plus de personnes font ça et je ne comprends pas en fait pourquoi. Aujourd'hui, je reçois des candidatures de gens qui postulent à des annonces mais qui ne postulent pas du tout à l'annonce que j'ai mis. Et du coup, je ne comprends pas l'intérêt. Donc, si des gens ont une réponse, je veux bien comprendre. En fait, je donne un exemple. Je cherche quelqu'un actuellement en marketing, en growth manager. Eh bien, j'ai reçu une candidature d'un développeur. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Je veux bien recevoir une candidature de développeur, mais dans ces cas-là, envoie-moi une candidature spontanée et dis-moi que tu cherches un poste de développeur. Quel est l'intérêt de poster de candidater à une annonce qui n'a rien à voir avec ce que tu fais? La seule chose qui va se passer, c'est que je vais devoir refuser parce que tu ne corresponds pas à l'annonce que je viens de mettre, en fait. Donc voilà, si vous voulez postuler à autre chose que l'annonce que vous trouvez, prenez l'information de mon adresse mail, prenez l'information de notre site internet et postulez directement candidature spontanée. C'est aussi simple que ça. Le deuxième type de candidature qui a une grosse importance à mes yeux, c'est le réseau. Le réseau du jeu vidéo, c'est méga important. Et il commence en fait dès l'école. Hein. Vous faites une école de jeux vidéo, vous avez des intervenants qui viennent vous faire des cours, qui sont des professionnels. C'est votre premier réseau à avoir. Vous avez vos camarades de classe avec qui vous allez faire des projets, vous allez travailler avec eux. Potentiellement, vous allez les retrouver un jour et ça va devenir vos collègues. Ou en tout cas, si ça ne l'est pas un jour, ils travaillent dans un autre studio que peut-être un jour vous allez avoir envie d'intégrer. Donc, tout ça, ce sont des personnes méga importantes qui construisent votre premier réseau et qui vont vous aider dans votre carrière potentiellement. Et il y a d'autres réseaux qu'on peut utiliser, à savoir se créer son propre réseau via se renseigner sur tout ce qui va être, par exemple, la FJV. Vous avez il me semble, une énorme liste de tous les studios qui existent de jeux vidéo. Vous avez des associations comme le SNJV ou Game Only, qui est une association lyonnaise, qui a, pareil, une liste de tous ses adhérents du jeu vidéo. Donc, tout ça, c'est une mine d'informations pour pouvoir vous créer votre réseau. Et j'insiste encore une fois là-dessus, et je vais vous donner un exemple qui est mon exemple personnel pour vous marquer à quel point le réseau est important. Quand je vous ai expliqué mon parcours dans le jeu vidéo tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à Eden Games. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eden Games, il y a une partie des gens qui sont partie d'Eden Games qui ont créé Ivory Tower. Et donc, moi, mon réseau d'Eden Games, c'est ce réseau-là qui m'a appelé quand ils ont créé Ivory Tower, quelques années après, pour me dire
Jennifer, à Ivory Tower, on cherche quelqu'un en RH pour nous donner un coup de main. Qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, c'est mon réseau qui m'a fait basculer de Eden Games à Ivory Tower 10 ans plus tard. Et à Ivory Tower, eh bien, ce sont des collègues à moi qui connaissaient le président d'Allscale Games qui ont parlé de moi. Et c'est comme ça que j'ai reçu un appel un jour de Nicolas Brière, président d'Allscale Games, qui m'a dit « Jennifer, on a entendu parler de toi, on aimerait te rencontrer ». C'est aussi simple que ça, c'est mon réseau. Je n'ai postulé à rien du tout dans le jeu vidéo, c'est mon réseau qui l'a fait pour moi. D'accord? Donc voilà, c'est un exemple comme un autre, mais c'est pour vous montrer à quel point ça a une importance. Et j'insiste là-dessus, le monde du jeu vidéo, c'est vraiment une grande famille. Tout le monde finit par se connaître. Ça fait un peu cliché dit comme ça, mais c'est le cas. Donc voilà, chouchoutez votre réseau, c'est important. Et surtout, voilà, vos expériences, votre comportement dans les studios, etc. Faites-y attention parce que tout ce qui est recommandations, le coup de fil de « Ah bah attends, je connais quelqu'un, il a sûrement travaillé avec lui parce qu'il est dans le même studio, je vais voir comment ça se passe, etc. Ce qu'il en a pensé, s'il a une bonne relation », ce genre de choses existe encore. Voilà, on prend des recommandations. Donc voilà, encore une fois, chouchoutez vos relations avec vos collègues et avec votre réseau. Ensuite, bien entendu, il y a la candidature spontanée. Donc ça, voilà, il ne faut pas hésiter à en faire, déjà parce que ça vous entraîne et puis parce que voilà, ça peut amener des opportunités qui n'ont pas encore popé via une annonce ou ce genre de choses. Donc, on peut balayer la concurrence parce qu'on était là au bon moment. Donc, voilà, c'est à utiliser. Après, voilà, mon avis personnel là-dessus, c'est encore une fois, comme je vous ai dit, moi, en tant que recruteuse, si j'ai un besoin, généralement, j'ai une annonce. Il peut arriver que certaines candidatures spontanées me fassent tilt en me disant « Ah, je vais peut-être chercher tel type de profil. Ah, j'ai vu passer une candidature. Je vais peut-être regarder avant. Si ça se trouve, je n'ai même pas besoin de mettre une annonce parce que j'avais déjà reçu un CV intéressant. » Oui, ça arrive. Mais de manière générale, ça arrive quand même moins que on a un besoin, on met une annonce et on recrute en fonction. Voilà. Et après, alors c'est juste voilà, pour vous faire sourire également, un petit message, c'est d'arrêter les candidatures papier. Alors déjà pour la planète, c'est bien. Et puis également parce que aujourd'hui, en tant que recruteur et recruteuse, on a plein d'outils numériques pour pouvoir gérer les candidatures. On a notre boîte mail qui sont triées d'une certaine manière. On a des plateformes pour pouvoir gérer vos candidatures. Et en fait, les candidatures papier, moi la première, je vais vous expliquer ce qui se passe, c'est que je vais récupérer le papier, je vais le mettre sur un tas d'autres papiers. Et puis, je vais l'oublier. Voilà, c'est malheureux. Mais la réalité des choses, en tout cas me concernant, c'est malheureusement comme ça. On les reçoit encore par courrier certaines fois. Certains ont le courage de venir jusqu'au studio, de sonner pour pouvoir déposer leur candidature. Je trouve cette démarche très intéressante, mais malheureusement, et je pense que peut-être certains d'entre vous ont des témoignages là-dessus, mais quand vous arrivez à l'improviste, on n'a malheureusement pas toujours le temps de vous accueillir, de prendre le temps de discuter avec vous. Et en fait, moi, personnellement, j'ai l'impression de passer pour la méchante certaines fois parce que je suis obligée de vous dire non, je suis désolée, mais là, j'ai pas le temps, quoi. Parce que vous arrivez et là, j'ai réunion dans 2 minutes et je peux pas vous accueillir. C'est pas possible. Donc voilà, j'en suis désolée, mais voilà, du coup, la meilleure solution aujourd'hui, vu nos moyens numériques, c'est la candidature numérique, tout simplement. En ce qui concerne le CV, alors là, je pourrais y passer des heures, mais encore une fois, on va faire des petits points qui me semblaient, moi, essentiels, en tout cas sur ma vision des choses. La première, c'est que pour moi, un poste, c'est un CV. D'accord. Un CV aujourd'hui, l'idéal, c'est de mettre un titre sur son CV. Et donc, quoi de mieux qu'un titre qui correspond au poste que vous recherchez. Voilà. Moi, c'est l'idéal pour moi. Au moins, je sais directement ce que je vais lire, le poste que vous recherchez. Et ça me permet de me projeter directement. L'idée aussi, c'est de mettre les expériences qui ont rapport avec le poste. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez envie d'être soit game designer, soit level designer, par exemple, parce que des fois, ça va assez ensemble. Mais vous faites 2 CV différents. Et bien, pourquoi pas me faire un focus sur le CV game designer, mettre en avant ces expériences de game design et faire la même chose. Vous avez un CV de level designer, mettez-moi en avant votre expérience de level design. Essayez d'adapter votre CV. Alors oui, vous allez me dire, oui, ça fait du travail, il faut en faire différent. Chaque fois qu'on postule, je suis totalement d'accord.
Il y a des versions un peu plus généralisées qu'on peut faire, mais par contre, là, je vous donne encore un post GDLD qui est assez… ça reste la même famille, on va dire. Mais si vous partez sur, voilà, j'aime le game design et j'aime la gestion de projet, je suis désolée, mais là, oui, il faudrait me faire 2 CV différents, concrètement, parce que vous ne pouvez pas mettre les mêmes choses en avant. Ce n'est pas possible. Enfin, à mon sens, en tout cas, ce n'est pas possible. Grand débat de la photo. Alors, écoutez, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner là-dessus, parce qu'on a tous des avis très, très, très différents. Au début, j'avais tendance à me dire que oui, je préférais peut-être avoir une photo parce que j'avais l'impression que c'était plus facile pour moi pour me projeter avec cette personne. Mais à force de discussion, en fait, je me suis rendu compte que peut-être c'était pas forcément bien de faire ça, dans le sens où c'était peut-être de la discrimination qu'on peut appeler positive. Du coup, voilà, je sais plus quoi en penser en fait. Donc j'ai envie que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est là-dessus, je vous laisse mettre de votre décision. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous décidez vraiment d'en mettre une, il y a les classiques, hein. On oublie la soirée, la photo de soirée, la photo en voyage, la photo où on est avec ses copains et ses copines et puis on décide juste parce qu'on a une belle tête de couper la photo et qu'on voit encore la moitié du visage de son copain à côté. Voilà, c'est des trucs un petit peu classiques, mais voilà, hein, malheureusement, on en voit toujours. On reste sur quelque chose tout simplement de sobre, de classique. Après, on oublie peut-être la photo d'identité parce qu'on sait tous qu'on a une sale tête dessus. Mais voilà, on reste sur quelque chose de simple. Et puis, si vous n'avez pas envie de mettre une photo, il y a plein d'autres moyens de personnaliser un CV. Vous pouvez mettre des petits avatars, vous pouvez faire des dessins si vous êtes artiste. Et puis, tout simplement, vous pouvez donner une identité à votre CV qui sera peut-être tout aussi parlant qu'une photo. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là, ce que moi, je vois par rapport à cette photo ou pas photo. Côté expérience, on commence toujours par la plus récente et ça va de même pour tout ce qui est diplôme et école. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, en premier, voilà, c'est qu'est-ce que vous faites actuellement ou qu'est-ce que vous venez de faire pour qu'on puisse tout de suite savoir là où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, le plus récent en premier et puis après, on va jusqu'au plus ancien. Si vous êtes jeune diplômé, étudiant, etc., on sait que vous n'avez pas encore forcément cumulé beaucoup d'expérience, ce qui est normal, mais vous avez aujourd'hui, je pense, pas mal d'autres cartes à jouer pour pouvoir montrer ce que vous savez faire. Et entre autres, voilà, vous avez tout ce qui est projet d'école. Aujourd'hui, on sait que vos écoles vous donnent pas mal de projets comme ça qui permettent de vous exercer. Donc, parlez-en avec grand plaisir. Vous avez aussi, pour certains d'entre vous, des projets perso. Vous faites des choses en dehors de votre formation ou de votre stage ou ce genre de choses. Eh bien, montrez-les-nous, parlez-en. Et puis, après, il y en a certains qui font des jams ou ce genre de choses. C'est pareil. En fait, il ne faut pas hésiter à mettre ça en avant parce que ça peut mettre des compétences que vous utilisez en avant. Et donc, nous, on sera ravis de pouvoir voir ça sur votre CV. Également, pareil, hein, beaucoup de choses de ce que je dis aujourd'hui me semblent assez logiques, mais voilà, je préfère le redire. Hein. On préfère les expériences qui ont un rapport avec le jeu vidéo. C'est toujours plus sympa pour nous. Encore une fois, rappelez-vous, mettez-vous dans notre peau. On veut que ça soit le plus simple et le plus lisible possible. Allez à l'essentiel. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce que vous avez fait qui a un rapport avec le jeu vidéo, avec le métier que vous voulez faire. Voilà, si vous avez des jobs d'été, que vous avez bossé, c'est très bien parce que ça montre que vous n'êtes pas resté non plus à rien faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais peut-être qu'une seule ligne suffit à la fin du CV en disant divers jobs étudiants et puis voilà, dire 2 mois à tel endroit, 2 mois à tel endroit. Et c'est tout. Et prendre plus le temps de développer votre expérience du jeu vidéo, encore une fois, qu'elle soit de l'expérience professionnelle, que ce soit un projet d'école, un projet perso, etc., etc. Et enfin, dernier point, alors je pense que ça va peut-être vous faire sourire. J'ai été obligée de la faire. On se doute que vous aimez les jeux vidéo, d'accord? Alors, ce n'est pas une obligation pour tout le monde, encore une fois, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV, on voit dans les loisirs jeux vidéo. OK, cool. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est nous donner un petit peu plus de détails quand vous voulez marquer ça. Parce qu'en soi, c'est intéressant comme information. Mais dites-nous en plus. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un type de jeu préféré, une licence de jeu préférée? Voilà, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui fait que voilà, ça vous prend les tripes de jouer aux jeux vidéo? En fait, on veut en savoir plus parce que c'est ça, voilà, si vous êtes gamer, expliquez-nous en fait pourquoi et qu'est-ce qui vous plaît en fait. C'est ça qui va nous plaire et nous donner envie peut-être d'en discuter avec vous lors d'un entretien. D'accord? Donc voilà, donnez-nous un petit peu plus de contenu que juste jeux vidéo. Voilà. Je vais passer à la lettre de motivation. Alors, je ne vais pas vous mentir, la lettre de motivation, chez moi, ce n'est pas quelque chose que je lis beaucoup, ou en tout cas intégralement. Je lis généralement les lettres de motivation en diagonale. Pourquoi? Parce que généralement, elles sont trop longues, elles ne sont pas personnalisées. Et en fait, c'est une lettre type qui est envoyée à tout le monde. Et en fait, j'y retrouve aucune information intéressante. Alors attention, je fais une généralité, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes comme ça. Mais voilà, malheureusement, il y a quand même une bonne partie qui est comme ça. Moi, ce que je préfère, c'est les emails de motivation, c'est-à-dire le petit mail que vous allez écrire avec votre candidature quand vous allez envoyer votre CV. Parce que ça vous oblige à être plus simple, à être plus résumé. Et du coup, voilà, j'avoue que moi, c'est ma préférence dans le sens où au moins, je sais que je vais avoir plus de chances de trouver directement toutes les informations qu'il me faut en très peu de temps. Ça reste encore une fois que mon avis, puisque voilà, comme le point suivant l'indique, la lecture de la lettre de motivation est vraiment très rapide. Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir directement les précisions qui ne sont pas dans votre CV. Pardon. Du coup, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si vous postulez à un stage, ok, c'est à partir de quand? Ça dure combien de temps? Si vous cherchez une alternance, c'est quoi votre rythme d'alternance? Si vous postulez à un poste de level designer, ok. Du coup, vous cherchez précisez-moi, level designer, c'est un stage, un emploi, vous êtes un prestataire. Donnez-moi du détail, en fait, d'accord? Tout ce que je ne vais pas trouver dans votre CV, il faut que je trouve ces précisions dans cet email ou lettre de motivation. Également, pour moi, c'est le moyen de nous donner des éléments sur vous. C'est-à-dire que votre CV va être quand même très tourné sur vos hard skills, vos compétences techniques. L'email de motivation ou la lettre de motivation, ça va être le moment de parler aussi de vous. Et là, moi, de ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est donnez-moi des infos sur qui vous êtes, votre personnalité, comment vous vous comportez en entreprise, parce que moi, j'ai besoin de savoir comment vous allez vous intégrer dans mon studio, dans mon équipe. Donc, parlez-moi de vous. J'ai envie de vous connaître, d'accord? C'est ça aussi qui va me donner envie de vous contacter, parce que, voilà, j'en reparlerai rapidement, je crois, mais à connaissance égale entre deux CV, parce ce qui va faire la différence, en fait, c'est votre personnalité, c'est vous, c'est votre savoir-être. Et donc, plus vous m'en direz, plus j'aurai envie de vous rencontrer. D'accord? Donc, aidez-nous à vous connaître. Et voilà, et pour conclure sur cette lettre email de motivation, on ne répète pas tout ce qu'il y a dans son CV, il n'y a aucun intérêt. Je vais le lire, votre CV, en long, en large et en travers comparé à la lettre de motivation. Donc, ne me redites pas la même chose. Justement, apportez des compléments, des précisions. Et encore une fois, le CV est très tourné hard skill. Utilisez la lettre ou l'email de motivation pour le côté plus soft skill, parce que, encore une fois, c'est ça qui peut faire aussi la différence. Le portfolio. Alors, là-dessus, déjà, voilà, encore une fois, ça n'engage que moi, mais ce que je trouve le plus simple, le plus efficace dans une candidature, c'est d'avoir un lien cliquable. Parce que, voilà, j'ai juste à cliquer dessus, c'est super clair, c'est super simple, ça m'emmène directement là où je veux aller. Et puis, on n'y pense pas souvent, mais voilà, j'étudie des candidatures, mais je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que si je recherche un 3D artiste, généralement, le portfolio, ce n'est pas moi qui vais l'évaluer, c'est quelqu'un de l'équipe artistique. Parce que tout simplement, il a plus les compétences pour moi pour le faire. Donc, je vais envoyer tout simplement ce lien cliquable au directeur artistique, au lead artiste, voilà, en fonction de la personne dont j'ai besoin. Et c'est vachement plus simple pour partager l'information. Donc, voilà, moi, ma préférence, c'est ça. Ça ne veut pas dire que ça doit être que ça. Mais voilà, moi, je vous fais part de ma préférence. Donc, ça peut être un lien vers un ArtStation, vers un Instagram, vers un site personnel. Enfin, voilà, tous les supports possibles et inimaginables que vous pouvez avoir. On peut bien entendu continuer à envoyer des pièces jointes, ça marche aussi, mais faites attention. Des fois, elles sont super lourdes, ça met un temps pas possible à télécharger. Vous nous envoyez des fichiers compressés, ce genre de choses. On va les ouvrir, mais rappelez-vous, mettez-vous dans la peau d'un ou d'une recruteuse et simplifiez-nous la vie. Et du coup, plus ça va être long, plus on risque de perdre le fil. Donc voilà, encore une fois, faites attention et si vous nous envoyez des pièces jointes, faites en sorte que ça ne soit pas trop lourd et qu'on puisse les lire simplement.
Côté portfolio aussi, un conseil qui peut paraître bête, mais pour le voir régulièrement, je me suis permis de le réécrire. C'est qu'il vaut mieux un portfolio où vous ne mettez pas forcément beaucoup de choses, mais les choses que vous allez mettre dedans sont quali. Voilà, c'est du travail fini, polish, dont vous êtes fier et dont vous allez aimer nous parler. Plutôt que d'en mettre des tonnes, de mettre plein de choses parce que vous voulez montrer que vous savez faire plein de choses, mais c'est du travail pas fini, c'est du travail que vous avez fait en groupe et au final, on ne sait pas ce que vous avez fait. Et du coup, ou des choses voilà, que vous voulez remplir absolument ce portfolio pour montrer que vous avez fait plein de choses. Je comprends totalement la démarche, mais faites attention parce que du coup, ça peut avoir un effet inverse et vous desservir parce que vous allez nous montrer c'est pas de qualité et on va penser que vous n'êtes pas assez compétent en fait. Donc, vaut mieux peu mais bien fait, que beaucoup, mais bâclé, si je puis dire ça comme ça. D'accord? Donc, voilà, pensez-y. Le portfolio, on a tendance à penser que c'est que, entre guillemets, que pour les artistes. Ce n'est pas le cas. Hein. Enfin, voilà, je parle de portfolio, mais ça peut être tout autre support ou travaux que vous pouvez nous montrer. Et il n'y en a pas que pour les artistes. Hein. Il y a plein d'autres il y a plein d'autres possibilités pour tout autre métier en fonction de ce que vous recherchez. Et donc, ça peut être des documents de design, ça peut être des bouts de code. Enfin, voilà, il y a plein d'autres idées possibles que vous pouvez montrer à un ou une recruteuse. Donc, voilà, lâchez-vous. On aime voir vos travaux, on aime voir ce que vous savez faire. Donc, pensez-y. Et voilà, encore une fois, pas que des travaux artistiques. Et enfin, c'est un petit peu comme sur le CV, mais là, c'est encore plus parlant sur le portfolio. Quand vous mettez en avant vos projets, déjà, mettez en avant vos projets et travaux perso, d'accord? C'est le minimum. Et si vous avez des projets de groupe, parce que vous en avez forcément quand vous êtes en école de jeux vidéo, encore une fois, vos écoles vous proposent régulièrement de faire des projets à plusieurs, ce qui est très bien. Le souci aujourd'hui, c'est que dans des candidatures, on a vos projets, on a vos projets de groupe, mais on ne sait pas ce que vous avez fait. Et c'est bête, mais on ne recrute pas un groupe, on recrute une personne. Du coup, vous avez l'obligation de nous dire ce que vous avez fait dans ce projet. Vous pouvez le mettre sur un portfolio, ce projet de groupe, mais prenez le temps de faire une description peut-être à côté, de dire, OK, ça c'est mon projet de groupe, mais moi, j'avais tel rôle, et dans ce projet-là, j'ai fait ça, 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 ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est vous, d'accord? Donc, insistez sur votre travail. Voilà, pour moi, ça me semble important parce que des fois, on reçoit des projets, on se dit, OK, bon, ils ont fait un jeu, cool. Mais du coup, je ne sais pas du tout ce que le candidat a fait. Je n'ai aucune précision. Donc, du coup, je vais essayer de deviner. Non, ce n'est pas drôle. D'accord? Donc, voilà, donnez-nous des informations sur votre travail. Pour ce qui est de l'envoi de la candidature, on arrive un petit peu sur les dernières étapes, au fur et à mesure du cheminement. Donc, déjà, encore une fois, faire en sorte qu'il y ait de la clarté dans cette candidature pour faciliter la vie du recruteur ou de la recruteuse, c'est de simplement mettre un titre assez clair. Hein, et typiquement, le poste auquel vous postulez, ça semble la base. Donc, voilà, n'hésitez pas. On essaye de se relire dans sa candidature. L'idée, c'est, voilà, on n'est pas tous bons en orthographe. C'est pas grave, ça arrive. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, d'accord? Mais quand je dis relisez-vous, c'est peut-être plus dans le sens où des fois, on fait une erreur de frappe. Des fois, on a une phrase qu'on a écrite finalement, quand on la relisant, on se dit ça ne va peut-être pas dire grand-chose, donc peut-être que je la reformule. C'est plus dans ce style-là, en fait, de se relire, voilà, parce que ça peut éliminer quand même quelques petites erreurs de frappe ou autres, et c'est toujours ça de gagner. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est tout bête, mais faites-le. Côté anglais, alors je ne me suis pas trop attardée là-dessus, sur ce sujet-là. J'en parle juste ici rapidement, de se dire, voilà, des fois, vous avez envie d'envoyer votre candidature en anglais. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Selon les studios, ça peut être pertinent. Si vous postulez à l'étranger, je dirais que là, c'est nécessaire. Mais si vous postulez en France, vous pouvez aussi envoyer une candidature en anglais. La seule chose, c'est que si votre anglais n'est pas bon et que vous savez que votre lettre de motivation ne va pas être compréhensible parce que vous n'avez pas un niveau d'anglais assez important pour pouvoir écrire une lettre de motivation en anglais, en fait, faites-le pas, tout simplement. Vaut mieux une bonne lettre de motivation en français et un bon CV en français que de s'essayer un exercice sur lequel on n'est pas à l'aise. Prenez peut-être le temps de le faire plus tard, de le retravailler, mais si au moment où vous voulez postuler, vous ne vous sentez pas à l'aise, rien ne vous oblige, d'accord?
Ensuite, voilà, cette petite phrase et la suivante qui vont arriver sont des b.a.-ba de l'envoi de la candidature. Et ça, je dirais, c'est universel. Hein, ce n'est pas que pour le jeu vidéo et pour cette conférence d'aujourd'hui. S'il vous plaît, utilisez un mail professionnel. Les mails avec les petits surnoms tout mignons ou pas mignons des fois, non, non, c'est plus possible, plus de nos jours. D'accord? On crée une adresse mail maintenant en 2 minutes. S'il vous plaît, créez-vous une adresse mail professionnelle. En plus, ça vous permettra en plus de gérer peut-être mieux vos candidatures après. Donc, c'est indispensable. Voilà, c'est juste du professionnalisme. Donc, voilà, obligatoire. Et la deuxième chose, parce que malheureusement, ça arrive encore régulièrement. Alors en soi, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, l'envoi à plusieurs studios en copie. On se doute bien quand vous faites une candidature spontanée qu'on n'est pas les seuls à qui vous l'envoyez. Voilà, on n'est pas stupide et j'ai envie de dire heureusement que vous n'envoyez pas qu'à nous parce que ça serait quand même dommage. Mais voilà, faites un petit peu attention quand on reçoit une candidature et on a 50 studios en copie. Bon, bah, ça nous fait rire, mais c'est juste que ça vous rend un petit peu moins sérieux, en fait. Voilà, c'est juste ça. En soi, il n'y a pas mort d'homme, mais on se dit juste, bah, il aurait pu faire attention quand même. Voilà, on se doute bien, encore une fois, que vous postulez à d'autres studios, mais vous savez, c'est le côté un petit peu... Bon, on aime bien quand même dire que vous nous avez ciblé nous et que vous nous avez fait une candidature spéciale pour nous et que du coup, voilà, on aime bien se jeter un petit peu des fleurs. Donc, on dit, ah bah en fait, c'était pas que pour nous, il a vraiment pas envie d'arriver que All Skull Games et du coup, c'est pas son studio préféré. Non, bon, c'est dommage. On s'en doute bien, d'accord, mais voilà, c'est juste pour la petite plaisanterie. Donc, essayez juste de faire attention et si vraiment vous voulez envoyer à plusieurs studios en copie, vous savez qu'il y a la copie cachée. Donc voilà, utilisez-la, vérifiez juste bien, après ça arrive, mais voilà, encore une fois, c'est juste une question de, avant d'appuyer sur le bouton, relisez, revérifiez, et normalement, ça ne devrait plus arriver. C'est aussi simple que ça. J'ai bientôt fini. J'ai voulu faire une petite slide aussi sur tout ce qui est temps de réponse et relance. Voilà, pour vous donner aussi un petit peu ma vision des choses là-dessus. Alors déjà, un conseil très bête, mais malheureusement, je suis obligée de vous le dire, c'est qu'il faut être patient. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça. Enfin, si j'ai 2-3 autres infos, mais ça prend du temps, vraiment, de pouvoir traiter une candidature. Je vous rappelle les chiffres que je vous ai donnés en début de conférence. Voilà, c'est important de nous laisser le temps de répondre. Donc, voilà, à un moment donné, bien entendu, si vous avez envie de relancer, c'est avec grand plaisir, il n'y a pas de mal à ça. Mais là aussi, relancez pas 3 jours après. Moi, 3 jours après, j'aurais pas eu le temps de relire votre candidature. Hein. Je vous le dis, c'est trop tôt. Ça va vous paraître peut-être un petit peu long, mais moi aujourd'hui, voilà, je mets quelques semaines pour pouvoir traiter toutes les candidatures. Et donc, je dirais que si vous n'avez pas eu de nouvelles de ma part, voilà, n'hésitez pas à me relancer, mais pas avant 2 à 4 semaines. Parce qu'avant, il y a très peu de chances qu'en fait, j'ai eu le temps de faire tout le process nécessaire en interne pour pouvoir avoir étudié votre candidature. Et quand j'entends process, il y a je l'ai reçu, je vais l'ouvrir, je vais la regarder en fonction du métier sur lequel vous postulez ou l'annonce que vous postulez. Elle va passer dans les mains peut-être d'un directeur artistique, d'un game design, d'un lead programmeur qui lui aussi va avoir besoin de trouver du temps pour lire votre candidature, me faire des retours, pour me dire ça oui, ça non, etc. Donc, ça prend du temps, d'accord? Donc, vous pouvez relancer avec grand plaisir, mais juste pas tout de suite parce que laissez-nous le temps quand même de la traiter. Petit aparté, toujours lié à All Skull Games, hein, puisque c'est là où je travaille, hein, tout bêtement. On se met un point d'honneur à répondre à toutes les candidatures, ce qui n'est pas toujours évident. Et du coup, voilà, encore une fois, le côté soyez patient parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, je viens de le dire. Et aussi, pour vous donner l'exemple pour ce qui est de mon cas, c'est qu'aujourd'hui, je suis toute seule à faire ça. C'est-à-dire que je suis la seule RH du studio et je ne fais pas que du recrutement dans ma semaine. Je fais plein d'autres choses liées aux ressources humaines. Et donc, du coup, j'ai un temps lié au recrutement, mais voilà, je ne fais pas que ça. Et donc, répondre à tout le monde, ça prend encore une fois du temps, sachant que je vais recevoir votre candidature. Je vais peut-être la trier, la ranger dans différents dossiers que je peux avoir en fonction des métiers. Après, je vais la reprendre, je vais la lire, je vais regarder qu'est-ce qui va pas. En fonction de ça,
Encore, comme je viens de vous dire, je vais faire soit passer à mes camarades en fonction des spécificités du poste, soit si je vois que c'est un besoin qu'on n'a pas ou ce genre de choses, je vais prendre l'initiative de faire une réponse négative. Et du coup, après, il faut que je fasse la réponse négative. J'ai tout un tableau de suivi que je mets à jour, etc. Voilà, ça vous donne une idée. Aujourd'hui, en toute transparence, j'ai dans mon emploi du temps 2 heures de bouquet chaque semaine pour m'occuper de ce genre de choses. C'est le minimum sur lequel je bosse sur du recrutement et que je fais des réponses aux candidatures. Et c'est encore pas suffisant pour pouvoir répondre à tout le monde dans les temps. D'accord ? Donc voilà, soyez indulgents, soyez patients. Vous pouvez recevoir une réponse qu'un mois ou un mois et demi après, j'en suis désolée. Mais au moins, normalement, je vous fais une réponse. donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur All Skull Games et ma situation personnelle. Au niveau de l'entretien, alors là, je vais vraiment, c'est le dernier point en fait des différents éléments de la candidature. Généralement, je l'ai quand même mis parce que je voulais aborder 2-3 petites choses, mais l'entretien, je dirais que finalement, ça arrive après votre candidature parce que si vous avez déjà suivi la majorité des conseils que je vous ai donnés, vous avez déjà candidaté et si on en est à l'entretien, c'est que déjà vous êtes arrivé à candidater au sein d'un studio, vous avez réussi à décrocher un entretien, donc c'est que déjà, voilà, bravo, vous avez suivi les bons conseils pour pouvoir postuler au mieux dans le jeu vidéo. Mais il y a quand même 2-3 trucs, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aborder, donc je vais très rapidement finir sur ça. Déjà, c'est tout bête, mais venez préparer. Le nombre de candidats ou de candidates qu'on reçoit encore en entretien qui viennent les mains dans les poches et limite on ne sait pas pourquoi ils viennent, c'est quand même dommage. Enfin, je veux dire, ça arrive encore, hein. C'est pas une légende. Renseignez-vous, ça va avec. Alors logiquement, quand vous avez postulé déjà avant, il y a des choses normalement que vous avez peut-être déjà dû chercher. Mais aujourd'hui, avec Internet, on a une mine d'informations à disposition. Donc renseignez-vous, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les sites Internet. Voilà, renseignez-vous sur l'entreprise, renseignez-vous sur ses jeux, sur ses valeurs dont on a parlé tout à l'heure, par exemple avec la culture d'entreprise, par exemple de Skull Games, parce que vous vous projetez sur un poste, mais vous vous projetez aussi sur un studio dans lequel vous allez travailler. Si vos valeurs ne sont pas les mêmes que ceux du studio que vous avez en tête, peut-être qu'à un moment ou à un autre, ça ne va pas se passer parce que vous ne serez pas en phase en fait. Donc c'est important ce genre de choses, de connaître l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Et si au pire des cas, vous n'arrivez pas à trouver ces informations, c'est peut-être le moment d'échanger durant l'entretien pour voir justement si ce feeling et ces valeurs vont pouvoir matcher à un moment donné. Également, voilà, en fonction du poste que vous choisissez, essayez de jouer à certains de nos jeux. Hein. Ça peut paraître bête, mais des fois, on a des candidats, ils arrivent et ils ne savent même pas quels sont nos jeux. Bon, c'est triste quand même. Bon, alors oui, en tout cas, à Skull Games, on n'a pas encore de méga gros succès comme de très grands studios de jeux vidéo. Mais bon, ça me fait un peu de la peine quand même de ne pas au moins avoir essayé, ne serait-ce que de se renseigner. C'est quand même dommage. Ça manque un peu de crédibilité. On en profite pour apporter peut-être des choses à montrer, hein, comme des travaux, des démos. Voilà, n'hésitez pas, surtout s'il y a des choses que vous n'avez pas pu montrer dans votre CV, dans votre portfolio ou autre, c'est le moment de venir avec en entretien et d'en discuter. Et puis, je refais un petit focus là-dessus. Voilà, on en a déjà parlé pour les mettre un petit peu en avant, surtout sur le côté lettres et emails de motivation. Mais là, voilà, on vous donne la parole. Vous êtes en entretien, vous êtes face au recruteur ou à la recruteuse. C'est le moment de tout donner et de faire enfin un point sur ces soft skills. Encore une fois, je suis désolée, je le répète parce que pour moi, c'est méga important. Être compétent, c'est bien, mais ça ne va pas forcément suffire. À 2-3 profils égaux au niveau compétences techniques, ce qui fera la différence, c'est votre personnalité. D'accord ? C'est ce que vous allez apporter, vous, en tant qu'être humain. Donc, voilà, le feeling, sur le savoir-être, cette sensation de se dire, lui, je le vois bien s'intégrer dans mon équipe, je sais que ça va bien se passer parce que sa personnalité, ouais, et par rapport aux deux camarades avec qui il va être dans la team, ouais, ça va le faire parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde, ils vont partager les mêmes passions. C'est tout bête, mais c'est méga important. Je vous ai mis quelques exemples de soft skills qui peuvent être appréciés. Alors, c'est assez bateau quand on les regarde. On se dit, oui, ça paraît évident, mais finalement, ça ne l'est pas toujours. Donc, voilà, j'en aurais plein d'autres potentiels, mais j'ai essayé de mettre celles qui me semblaient en tout cas évidentes. Elles ne sont pas forcément que liées aux jeux vidéo, mais pour moi, elles semblent aussi essentielles pour le secteur du jeu vidéo. Donc, voilà, si vraiment j'ai encore un dernier conseil à vous donner sur l'entretien, c'est montrez-nous qui vous êtes. Voilà, c'est vraiment ça. Et j'ai envie de marquer encore plus le coup sur All Skull Games, comme vous l'avez peut-être compris quand j'ai commencé la présentation de ce studio.
Nous, on a vraiment voilà, une identité forte, une culture d'entreprise forte. On cherche des personnalités avant tout. Et en fait, on aura beau avoir quelqu'un de super compétent, si derrière, on sent que la personnalité, ça ne passera pas avec le reste de nos pirates, bah, en fait, on est capable de vous dire non, en fait. Parce que nous, on est une grande famille à Old Skull et on veut que tout se passe bien, on veut que les gens soient heureux, voilà, qu'ils s'épanouissent chez nous. Et si à un moment donné, on a un doute là-dessus, bah, on ne prendra pas le risque. Voilà, donc montrez-nous qui vous êtes, c'est vraiment important. En mot de conclusion, je reviens sur juste un point que je vous ai donné parmi toute cette présentation qui, pour moi, est vraiment le point sur lequel je veux appuyer. Je ne reviendrai pas dessus, mais je voulais juste vous le marquer. C'est penser à vous positionner. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, en plus du premier conseil que je vous ai donné, de vous mettre dans la peau d'un ou d'une recruteuse. C'est pour moi ce qui résume vraiment cette présentation et cette conférence. Voilà. Eh ben, Merci. Merci beaucoup. C'était super intéressant et ça a énormément plu. Il y a eu énormément de questions. Je suis contente. Bon, j'ai essayé de survoler. Il y a plein de choses à dire et vraiment, je pourrais encore en parler des heures, donc c'est pas évident. Mais voilà, j'ai essayé de partager mon expérience, mon vécu. Donc voilà. Là, comme c'est en majorité quand même un public d'étudiants, forcément, il y a énormément de questions. On n'aura pas le temps de tout faire. On est désolé. Voilà, c'est pas ça. de souci. Je suis sur Discord. J'essaierai de répondre à un maximum. Je ne garantis pas de tout répondre tout de suite, mais j'essaierai de répondre au mieux. Il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup parce qu'on fait un channel exprès. Mais... vas-y. Vas-y. On va commencer rapidement les questions pour essayer d'en faire quelques-unes. Alors, c'est une question sur les profils plutôt producteurs. Est-ce qu'un profil producteur, pour tout ce qui est CV, lettre de motivation, et est-ce qu'on va chercher plus une personne qui est plus cadrée dans sa présentation ou quelqu'un qui est un producteur mais qui est plus excentrique, etc. Ça va pas faire peur? Alors là, je dirais qu'encore une fois, ça va peut-être dépendre du studio de jeux vidéo auquel il postule. Mais je vois pas pourquoi ça ferait peur. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il a les compétences de gestion de projet et qu'il a son petit grain de folie supplémentaire, enfin, en tout cas, nous, à Skull Games, ça nous déplaira pas, je pense. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est pas ça qui va nous arrêter. D'accord. On aime les personnalités, encore une fois, comme vous avez peut-être pu le comprendre. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de problème, encore une fois, s'il se démarque, pas de problème. Ok. Il y a une autre question qui est peu likée, mais qui est quand même super importante, donc on voudrait la mettre en avant. C'est comment mettre en avant une candidature quand on est handicapé? Est-ce que les studios sont enclins à faire des éventuellement aménagements? Est-ce qu'on le met directement, bonjour, je suis handicapé, je suis en situation de handicap? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec ça? Alors, il y a toujours je dirais que peut-être il y a le risque que certaines structures, alors là je parle pas forcément que de studios de jeux vidéo, mais je dirais de manière générale, très générale, il y a toujours un risque de se dire est-ce que je vais pas être discriminée? Ça là-dessus, j'ai pas la réponse et j'espère malheureusement que c'est pas le cas. Moi, je préfère le savoir parce que justement, quand je vais recevoir cette personne, ça va me permettre de pouvoir en discuter avec elle sans gêne et de me projeter aussi sur justement, si on recrute cette personne, qu'est-ce que je vais devoir mettre voilà, en place finalement pour accueillir correctement cette personne. Donc moi, voilà, encore une fois, je parle en tant que moi, je suis désolée, mais voilà, c'est plus facile forcément comme ça. Je ne veux pas prendre la parole pour d'autres, mais j'aurais tendance à dire que je préfère le savoir parce que ça va me permettre d'en parler librement et de savoir en fait ce que ça implique derrière pour moi et de savoir, ok, cette personne, elle est handicapée de telle manière. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des locaux adaptés? Est-ce que je dois faire certaines adaptations ou pas? Ou voilà, en fait, tout simplement pour pouvoir me poser les bonnes questions et que si on décide de le recruter, je puisse être prête en fait à l'accueillir correctement. Ok. Marie, je t'invite à poser encore. On a encore 5 minutes. Donc, encore 5 minutes pour la prochaine. Du coup, tu as beaucoup parlé de mettre en avant les soft skills, notamment pendant l'entretien. Il y avait beaucoup de gens qui se demandaient comment les mettre en avant à l'écrit, sur le CV. Comment est-ce qu'on peut un peu le faire transparaître, parce que c'est quand même un peu plus compliqué. Comment on peut donner envie nos soft skills à l'écrit? Alors oui, on est d'accord que l'idée, c'est pas de faire 20 lignes sur alors moi. Pas trop à l'écrit, donc comment est-ce qu'on peut un peu... Disons qu'à l'écrit, moi, je le vois bien sur reprendre, par exemple, en fait, utiliser, par exemple, une expérience ou un projet
pour le décrire et en profiter pour mettre en avant justement ces compétences personnelles, ces soft skills qu'on a utilisées lors de cette expérience ou lors de ce projet. Je trouve que c'est un bon mélange des deux, de se dire, bah voilà, en tant que chef de projet sur tel projet, voilà, j'ai eu à faire ça et puis bah, j'ai dû à gérer une équipe, ce qui m'a demandé d'être très polyvalent, d'être très organisé et bah, pour voilà, enfin j'en sais rien, j'ai dû déléguer parce que bah, par rapport à la charge de travail, j'ai dû apprendre à déléguer. Et en fait, bah, mine de rien, en expliquant tout ça, bah, vos soft skills, vous commencez à les décrire en fait. Ouais, Donc, il faut lier à une expérience concrète, quoi, sinon ça n'aura pas trop d'intérêt. En tout cas, je trouve que c'est le plus pertinent et le plus simple à faire. Ok. Voilà. Plutôt que de prendre une ligne et faire bonjour, alors je suis très sociable, je sais gérer mon stress, je fais du yoga. Ouais, bon, ça peut être rigolo, mais peut-être une ligne, mais le lier en fait à du vécu, en fait, à une expérience, je trouve que c'est toujours plus intéressant. Ok. Il y a quelqu'un qui a parlé un peu, qui demandait un peu comment étaient construites les annonces, parce que et d'ailleurs c'était pas le seul, pas mal vu des annonces un peu liste de courses où il y avait énormément de skills demandés à même juste des stagiaires, etc. et que ça faisait toujours un peu peur. Oui, bah, c'est toujours le problème, c'est que vous vous doutez bien qu'on cherche tous un mouton à 5 pattes, toujours. En fait, on essaye à la fois. En fait, le souci, c'est que, enfin, le souci. Encore une fois, c'est ma vision des choses, mais on a tellement de gens qui postulent à des annonces, mais qui ne correspondent pas aux annonces, qu'en fait, on se dit que plus on donnera de détails et d'attentes, plus on espère que ça soit que des gens qui correspondent. Mais dans la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui répondent quoi qu'il arrive, donc ça ne fonctionne pas forcément. Après, voilà, nous, on essaye de mettre un maximum d'informations, mais il est évident que dans cette liste d'attentes, il y a des choses qui vont être plus importantes pour nous et qui, voilà, on n'attend pas à ce que vous ayez 100% de ce qui est écrit, mais on essaye de donner un maximum de détails pour aussi vous projeter et vous dire, bah voilà, eux, ils attendent ça, en fait. Donc, ouais, les annonces, c'est toujours très complexe parce que, bah, ouais, nous, on cherche plein de choses, mais on sait très bien que ça ne répond jamais forcément à 100% non plus. Donc, je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question parce que c'est tellement compliqué. Donc voilà, mais oui, il y a un gros travail à faire sur les annonces. On est d'accord que c'est pas toujours simple à décrypter. Ok, il faut pas avoir peur de postuler non plus, quoi. C'est ça le. Faut pas avoir peur de postuler tant que ça reste cohérent. Ouais, ok. D'accord, je le redis, mais voilà, à un moment donné, si vous postulez une annonce qui n'a rien à voir, ou voilà, par exemple, nous, des fois, c'est écrit noir sur blanc qu'on cherche un senior. Bah, si vous êtes junior, je suis désolée, mais je vais forcément vous dire non, parce que je cherche un senior. Je comprends l'envie d'essayer quand même, et dans ces cas-là, envoyez-moi une candidature spontanée avec grand plaisir. Mais si je mets une annonce parce que je recherche un senior, c'est que j'ai besoin d'un senior qui va être compétent de suite, qui va avoir déjà de l'expérience et qui va être prêt direct. Et que ça veut dire que je ne peux pas recruter un junior que je vais devoir former, que je vais devoir avoir un temps d'adaptation, etc. C'est pas qu'on ne veuille pas, c'est que la situation actuelle fait que bah, c'est comme ça. Ouais. Donc voilà, encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas postuler, mais peut-être postuler différemment via une candidature spontanée plutôt que de répondre à une annonce qui n'est pas adaptée en fait. Ok. Alors, il y avait plusieurs questions que je vais lier ensemble parce que c'est un peu sur le même sujet. Sur le réseau et sur le fait, nous, ça peut être plus simple, par exemple, comme étudiant à l'IM parce qu'on a des cours avec plein de professionnels, etc. Donc, c'est plutôt facile de se faire un réseau. Pour des étudiants en fac ou dans des écoles pas forcément directement liées aux jeux vidéo, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se créer un réseau? Est-ce qu'ils peuvent juste contacter sur LinkedIn comme ça? Ou, enfin, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a le contact LinkedIn, bien sûr. Après, l'idée, c'est pas juste d'envoyer une demande. Moi, des fois, je reçois des demandes de gens. J'aime bien avoir un petit mot d'accompagnement pour comprendre la démarche. Donc, c'est toujours plus sympa. Ne serait-ce que pour dire, voilà, je cherche un métier dans le jeu vidéo, j'aimerais être dans votre réseau. Enfin, c'est tout bête, mais voilà, ça aide. Et après, je trouve qu'il y a plein d'événements de nos jours où on peut participer. Il y a plein de sites internet, de choses voilà, qui sont faites dans le jeu vidéo qu'on peut suivre et qui peut nous aider à construire son réseau. Donc, moi, je commencerai par ça. Voilà, il y a des associations qui permettent de faire des conférences, un peu comme vous faites avec votre école. Il y a des webinaires sur des sujets jeux vidéo. Il y a un Discord qui s'appelle,
qui relie plein de personnes du jeu vidéo actuellement. Je peux même vous donner son nom, je ne me souviens plus de tête, mais c'est... Tu pourras nous l'envoyer sinon en Ouais, MP. je l'enverrai. Mais c'est Dev JV francophone où il y a plein de gens qui se connectent sur ce Discord où on fait passer plein d'infos. Enfin, je veux dire, il y a plein de moyens, même si on n'est pas dans une école de jeux vidéo, qu'on n'a pas un réseau de base de jeux vidéo. Il suffit d'aller sur les bons sites, de suivre des conférences, de suivre des webinars. À mon avis, il y a plein de moyens de se connecter et trouver des gens pour pouvoir commencer ce réseau. Ok. Je fais une toute dernière question très rapide qui est un peu intéressante. Comment relancer les candidatures sur LiveJV? Ah, c'est une bonne question, ça. Je ne sais pas. Il faudrait demander, comment il s'appelle, Emmanuel, c'est ça, de LiveJV? C'est une très bonne question. Honnêtement, je ne me suis jamais mis dans la peau du... J'ai pas fait l'inverse, je me suis jamais mis dans la peau d'un candidat qui postule à LiveJV. Du coup, je ferai ça et je vous répondrai à la question. Ok. Ça sera un bel exercice.